relative à la vedette de la médiathèque de Valenciennes, si je puis dire, la cantinette de Sainte-Eulalie, dont j'ai mis le poster, la représentation. L'original se trouve donc dans la vitrine. C'est une dame à la fois jeune et très âgée, qu'on évite de présenter l'original parce que présente des faiblesses, surtout qu'elle se trouve donc à la fin du manuscrit, et lorsqu'on ouvre pour le présenter, les coutures, ça tire sur les coutures, et puis ça peut endommager aussi la coiffure, qui va être le sujet de cette rencontre cet après-midi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce parler, la cantilène, donc la cantilène, c'est-à-dire la petite chanson, donc cette œuvre a bien été découverte tout à fait par hasard en 1837 par un Allemand, le philosophe et poète Heinrich August Hoffmann-Falkensleben, qui a surmonté sa francophobie, détestait les Français. C'est lui qui, pour la petite histoire, a écrit les paroles de l'hymne allemand, qu'il a fallu adoucir parce que c'était assez francophobe. Mais un matin de septembre 1837, il s'est présenté au collège jésuite, à la bibliothèque de Valenciennes. Mais son but, lui, c'était de retrouver le texte qui est juste en dessous de la cantilène, de Retilus Teutonicus, baptisé par un grime Ludwigsi de Jean de Puy, et qui est considéré comme le premier texte de la littérature allemande. Donc à Valenciennes, on cohabite le premier texte de la littérature française et le premier texte de la littérature allemande. Il a retrouvé ce texte qui avait été traduit par un bénédictin français, dont Babylon, et édité à la fin du XVIIe siècle, et publié en Allemagne, mais dont la transcription était erronée, et il est donc venu et a retrouvé, on a du mal à imaginer, dans la salle des Jésuites qui est juste au-dessus de nous, de Vérémie un désordre indescriptible, avec toutes les confiscations révolutionnaires qu'il fallait gérer. Et bien, en un après-midi, il a retrouvé le Retilus Teutonicus et cette cantilène complètement inconnue, et que quelques années plus tard, des linguistes français ont reconnu comme étant le premier texte donc, de la littérature française, le premier poème écrit en langue romane, et qui relate le martyre subi par un jeune espagnol originaire de Mérida, Eulalie, en 304, après Jésus-Christ bien sûr, lors des dernières persécutions déclenchées par les empereurs Maximin et Dioclétien. Et Eulalie va subir courageusement le martyre. Elle est jeune, elle est pure, elle a une douzaine d'années, et donc on essaie de la brûler, mais son corps ne se consume pas, et ses bourreaux lui coupent la tête, ce que raconte donc la cantilène. Et en désespoir de cause, une figure de colombe volatacienne, une figure s'est échappée, une colombe s'est échappée de sa bouche et s'est envolée vers le ciel. Alors depuis 1837, il y a eu de nombreux écrits, de nombreux les linguistes, les chercheurs se sont penchés sur le texte de la cantilène, notamment, entre autres, sur un des mots qu'on peut dire soit Dounet, soit Dourette, enfin, j'en passe. Mais depuis quelques années, depuis 2018-2019, Raymond et Alberto, si je me trompe, eh bien, à travers plusieurs programmes européens comme Beast2Craft ou Clarémé, eh bien, des chercheurs essaient de reconstituer, de comprendre comment les médiévaux entre le 8e et le 13e siècle eh bien, ont constitué, ont mis en livre ces écrits de façon intellectuelle et puis raisonnée, structurée, comment ils se les sont transmis, parce que les manuscrits voyagent aussi beaucoup d'une habille à l'autre, ensuite d'atelier à l'autre. Et donc, on a, grâce aux avancées technologiques, eh bien, des chercheurs donc, se sont lancés dans l'étude matérielle, la constitution physique de ces manuscrits. Donc cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Lévesque, qui est conservatrice et restauratrice de livres anciens et maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Alberto Campagnolo, post-doctorant de l'Université catholique de Louvain, et qui intervient aussi avec Élodie dans le programme Clarémé, dont ils vont nous dire dans quelques instants quelques explications. Je vous laisse la parole. Bonjour, alors Alberto ne parle pas couramment français, donc, mais on avait quand même envie de parler ensemble. Donc, je vais peut-être faire un peu de traduction, on va s'arranger entre nous. Alors effectivement, moi, vous allez voir, cette présentation, en fait, elle est cool, on a travaillé beaucoup tous les deux. Moi, ce qui m'intéresse le plus, donc, le projet Beast2Craft, en fait, c'est un projet européen
d'étude des parchemins. Je vais vous expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des manuscrits. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les matériaux, et Alberto, sur le projet des reliures carolingiennes, ce qui l'intéresse le plus, lui, c'est la façon dont les livres sont fabriqués. Je vais vous expliquer. Donc, à nous deux, on est plus fort, et bien sûr, on va plus loin, et on a réussi donc, à essayer d'analyser un petit peu l'histoire matérielle. Donc là, bien sûr, on vous a parlé du contenu, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'objet. C'est pour ça qu'il est présenté ici fermé devant vous, parce que nous, ce qui nous plaît, c'est de savoir dans quel ordre les choses ont été associées, à quel moment les choses ont été écrites. On ne sait pas lire ce qu'il y a à l'intérieur, complètement. Voilà. Et on n'est pas du tout paléographe. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est de la biologie, et de la biocodicologie et de la codicologie. Donc, je vais vous expliquer. Donc, déjà, voilà, on voulait juste montrer. Ah, est-ce qu'on peut? Merci. On voulait un petit peu vous rappeler en quoi consistait un manuscrit. Donc, bien entendu, vous, quand on vous dit manuscrit, vous pensez au texte rédigé à la main, principalement au Moyen-Âge, bien entendu, on a toutes les époques. Donc, vous pensez à ça, c'est souvent ça qui intéresse les chercheurs et les curieux. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. Donc, c'est de savoir comment le texte a été protégé, comment est-ce qu'il existe de manière matérielle. Donc là, ça, c'est ce que nous, on appelle la reliure. Donc vous voyez le plat inférieur, le plat supérieur, et c'est le même livre, hein, qui est vraiment en 3 vues différentes. Et donc le dos au centre. Donc un livre au Moyen-Âge, bien sûr, à l'époque qui nous intéresse, il ressemble énormément à ce que nous, on connaît aujourd'hui, mais je vais vous expliquer un petit peu comment il se construit, comment il se fabrique. C'est plus que, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup de machines, du papier, enfin, tout ce genre de matériaux que vous connaissez déjà. Mais à l'époque, vous le savez certainement tous, ce sont principalement des moines qui copient les livres un à un dans les monastères, dans des scriptoriums. Et bien là, on parle déjà du codex, donc de la forme que nous, on connaît aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous refaire un cours sur l'histoire du livre, mais bon, on est déjà sur ce codex. Donc je vais vous expliquer comment le codex se fabrique, puisqu'aujourd'hui, on ne s'embête plus avec les matériaux et puis la moderne et l'industrie. On les fabrique plus tout pareil, les livres, bien entendu. Donc une reliure, en fait, c'est pas la couvrure, c'est l'ensemble des opérations qui donnent à un ouvrage sa forme définitive et par lequel, en fait, on l'habille d'une couvrure rigide ou souple pour le protéger ou le parer. Donc c'est soit décoratif, soit fonctionnel, mais en l'occurrence, ici, c'est clairement principalement fonctionnel. Donc c'est vraiment pour le protéger. C'est pas juste la couvrure, c'est vraiment l'ensemble des éléments entre eux. Donc, on a pris des petites feuilles de papier. Alors, je ne sais pas si je peux tenir malheureusement le micro en même temps. Donc, pour vous expliquer un peu la constitution de la cantilène, en fait, on part. Donc, je vous expliquerai aussi les matériaux, mais vous avez une feuille. Je ne peux pas le faire en même temps, c'est pas qu'un peu établi. Alberto est établi. Emmanuel, tu veux nous aider à nous plier cette feuille en deux, s'il te plaît. Vous avez une feuille que vous pliez en deux, que vous repliez, que vous pliez encore. Vous les mettez ensemble. Ça, c'est le bloc texte. Donc la cantilène, elle est constituée de plusieurs pages pliées, repliées. Ça, c'est le bloc texte. Alors, ça, oui. En général, pas toujours. Donc, pas faire de généraliser. Pour la cantilène, oui et non. Donc, on va dire que pour le début du texte, oui, vous pliez les feuilles d'abord. Ensuite, vous rédigez et ensuite, vous faites la reliure. Donc là, vous avez raison, c'est l'étape de rédaction dans la plupart des cas. Pardon. Ouais, bonne idée. Ensuite, vous faites la couture. Donc vous allez coudre tous les cahiers. Les cahiers, c'est ce qui passe. Donc là, il n'y en a que 2, mais vous imaginez qu'il va y en avoir 20. Vous allez les coudre ensemble. Donc la couture, c'est ça en fait. Il y aurait des tâches avant? Pas forcément, ça dépend. Ça dépend. Pour cette époque, non. Déjà, vous faites la couture. Pour ce livre-là, la réponse est non. Bon, là, c'est un de nos collègues qui relie un manuscrit
manuscrit irlandais de la même époque que la cantilène. Voilà, donc ça c'est une couture. Donc vous passez d'un cahier à l'autre, vous passez avec le fil tout le long, autour des supports de couture, parce que vous voyez que les ficelles sont les supports de couture, et ils passent avec un fil autour de la ficelle à l'intérieur du cahier. Et au final, ça lie les cahiers entre eux. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée, c'est juste un détail. Voilà, donc ensuite on met les ais. Donc en général, il y a des ais en bois, donc des ais rigides, qui vont venir protéger le corps d'ouvrage et qui sont attachés donc par les supports de couture. Ensuite, vous allez le couvrir. Donc ça, c'est le matériau de couvrure, et ça, on appelle ça la couverture. Donc ça, la reliure, c'est vraiment tout. C'est tous les éléments entre eux. C'est les matériaux, la structure, c'est tout ce qui protège. Donc là, c'est vraiment la couvrure. Donc là, c'est bon, voilà, on vient façonner le matériau de couvrure, donc c'est ce qu'on appelle la couvrure. Et ensuite, éventuellement, il y a des dorures, voilà. Donc ça dépend des époques. Voilà, là, il n'y en a pas. Je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, éventuellement, des fermoirs, des ferrures, des cabochons, des ombiliques, etc. Voilà, je vais laisser Alberto, je vais vous traduire. Donc, excusez-moi pour le français. So, we've seen how the binding is this set of different elements and structures that come together. Donc la reliure, on l'a vu, est en fait un ensemble d'éléments qui sont réunis ensemble en fait. C'est pas juste c'est plusieurs éléments réunis entre eux. If we look at the kind of structure that we have a limited number of structures that we can have within the binding. Donc en termes de structure de reliure, au cours de l'histoire, on a un nombre limité en fait d'éléments structurels qui constituent la reliure. However, if we look at the historical bindings, we see that each one of these elements in structure can have different ways of composition, different materials used. Donc tous ces éléments qui sont limités, donc ce que vous voyez ici, les tranches, la couture, etc. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments que vous allez retrouver sur toutes les reliures. Ces éléments, combinés ensemble, donnent une combinaison illimitée en fait de types de reliures. And it's by studying these different elements and composition that we can try and understand the history of the binding and the objects. Donc c'est en étudiant ces éléments précis, donc vous regardez les ailes, la tranche, la forme du dos, la préture, etc. En regardant tous ces éléments qui constituent la reliure, c'est grâce à ça que, j'ai oublié la fin, mais c'est grâce à ça que vous pouvez en fait analyser l'objet en fonction de ses particularités historiques. C'est ça. And why do we have all this variety of different elements? There are a few reasons. Les raisons pour lesquelles vous avez ces variétés, ces variations dans la reliure sont les suivantes. So the first one is that by the passing of time, people change the way in which they were doing things. Donc la première raison, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des temps, les techniques vont évoluer et s'ajuster en fonction des artisans qui vont créer le livre en fait, et en fonction des besoins, j'imagine, de lecture, etc. Exactly. So, for example, the cantilene, when they have the first bindings of the sea, will have a particular structure that then changed to what they have. Donc pour la cantilène, par exemple, on va vous l'expliquer plus tard, elle a eu plusieurs reliures à un moment donné. Les reliures, en fait, successives d'un manuscrit, s'adaptent en fait au mode de lecture et à l'usage du manuscrit au cours du temps. C'est pour ça que parfois on a plusieurs reliures, enfin c'est pas la seule raison, là aussi qu'elles s'abîment, mais en fonction de l'usage d'un manuscrit et des modes de lecture, etc., les structures vont évoluer. Another reason of this variety is that different geographical areas, so people from different parts, use different techniques and different materials. Donc l'autre raison, c'est qu'en fonction des régions du monde, on va avoir des habitudes différentes et utiliser des techniques différentes. And this will help us to place a binding also in geographical area, not just in time. Donc ça nous permet de non seulement définir une zone géographique, une origine géographique, on peut définir l'origine temporelle d'un manuscrit, mais également son origine géographique en analysant ces éléments de la reliure. Donc je ne sais pas si Alberto tu l'as dit, mais donc il y a
les éléments structurels, mais aussi les matériaux employés vont être différents en fonction des régions, de l'accessibilité des matériaux en fait. Par exemple, le chêne, le hêtre ne vont pas être accessibles dans les mêmes... And the third reason is that most of the times people learn how to bind in small workshops and then learn from their masters. So they learn how to do things in a very particular way that might be different from another workshop next door. Et donc la dernière raison, c'est qu'en fait, les pratiques de reliure sont souvent des pratiques d'atelier. Ils vont apprendre maître à élève et vont se transmettre des techniques, des petites préférences, des petits secrets artisanaux d'atelier qui nous permettent parfois d'identifier même carrément un atelier précis. So thank you all. This reason we can place the binding in time and in geographical areas. So by looking at the structure of the elements, we can read the object as an archaeological object. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'archéologie du livre, c'est-à-dire qu'on observe ces éléments structurels qui ne sont pas juste ce qu'on voit sur la reliure, mais dans la reliure, les coutures, les tranches-huiles, la façon dont les aises sont attachées au corps d'ouvrage, etc., pour nous donner des informations sur l'origine temporelle, pour dater les reliures et connaître éventuellement leur histoire. And just to make a very quick example is that still today, the way in which Germans bind their books is completely different to the way the rest of Europe binds the books. Donc un premier exemple concret que Alberto voulait vous montrer, c'est que même encore aujourd'hui, par exemple, les Allemands cousent leurs livres dans le sens inverse du reste de l'Europe. So the German will take the last wire of the book look, place it on the sewing frame and start sewing from that. Donc les Allemands, en fait, ils vont commencer par le dernier cahier. Donc le cahier, c'est ce que vous avez fait circuler. Ils vont prendre le dernier cahier en premier, le poser sur le coutoir et commencer à partir de là. So the head of your book look will be to your left. Donc la tête du livre, donc vous savez qu'on parle de tête, de queue, enfin, le livre a des noms très proches du corps humain. Donc la tête du livre, donc la tranche supérieure, va se trouver à votre gauche quand vous cousez le volume. The rest of Europe, we do exactly the opposite. We take the first wire, place it face down with the head on the right and start sewing up to the last wire. Et donc dans le reste de l'Europe, on fait l'inverse. On va commencer par le premier cahier et donc placer la tête de l'ouvrage à droite quand on coud le livre. Donc ça, c'est des petites choses qui nous permettent, c'est un exemple concret qui nous permet de vous expliquer ce qu'on veut dire par là. Tous les éléments, en fait, ont des petites spécificités comme ça, qui nous permettent d'analyser l'origine d'un ouvrage. Ça revient au même. Pas vraiment. En termes de... Oui, absolument. Ouais. C'est des habitudes, en fait. Yes, that's not difference. Et c'est des choses, là, pour un peu, c'est vraiment l'exemple des pratiques presque artisanales, des habitudes qu'on se passe, qui n'ont pas vraiment de sens, en fait. Oui, tout à fait. And toujours aujourd'hui, c'est toujours comme ça, on nous l'impose. So by looking at the historical book as we're here, we can look at the directions and understand whether it was done in a German way or another. Donc quand on regarde un livre ancien, un livre médiéval ou un livre ancien, moi je vois que c'est du papier, donc on peut en fait regarder le sens de la couture. On peut voir dans quel ordre l'ouvrage a été cousu et donc se dire est-ce que c'est allemand ou est-ce que ça ne l'est pas. So if you find it that it's sewn from the last wire to the first, it's already placed somewhere very precisely in Europe. C'est ça. Si vous voyez que ça a été cousu à partir du dernier cahier, déjà vous avez une bonne indication de l'origine de la reliure. And this is just an example, and we try to gather as much information as possible about all the other structures to try and place these. Donc pour savoir en fait ces choses-là, il faut essayer de réunir un maximum d'informations en observant les reliures médiévales pour essayer d'avoir une idée, en fait, avoir un bon panel d'informations pour ensuite pouvoir analyser les reliures. Donc en fait, c'est ça la codicologie en fait. Et la codicologie, c'est vraiment quelque chose qui existe, c'est une science annexe mais distincte de la paléographie, qui a pour objet l'étude matérielle des manuscrits, comme je vous l'ai dit, en tant qu'objet archéologique. Donc on regarde les matériaux qui servent à la confection du livre et à leur mise en œuvre. Donc par exemple, voilà, donc ça c'est une reliure médiévale que j'ai confectionnée moi-même, c'est juste un modèle en fait pour vous montrer un petit peu les différentes couches et tous les petits éléments qu'on regarde. Donc on regarde la façon dont c'est couvert,
là je suis en train d'enlever la chemise d'un manuscrit carolingien, roman, pardon. Et là vous voyez en dessous, hop, la couture, on n'a pas toujours accès comme ça, bien sûr. C'est ce genre de choses qu'on regarde en fait, on regarde vraiment l'objet en 3 dimensions. Et donc, un aspect de la codicologie, c'est ce qu'on appelle la biocodicologie, c'est-à-dire qu'on regarde le livre et qu'on va lire les informations qu'il contient, mais les informations biologiques en fait. Donc on va regarder, c'est trop tôt, on va regarder par exemple les pigments, ça vous avez certainement l'habitude, on en entend souvent parler, donc on va analyser les pigments, on peut analyser les protéines, je vais vous expliquer, on peut analyser les microbes à la surface, pour savoir où est-ce que le livre a été manipulé, etc. Et on peut aussi éventuellement regarder l'ADN pour éventuellement avoir une idée de la provenance, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est la biocodicologie. C'est vraiment lire le manuscrit au travers de la biologie. Donc les matériaux employés, je vais le faire très rapidement, mais vous savez que bien sûr sur certains manuscrits c'est du papier, mais là sur l'époque qui nous intéresse avec ce manuscrit ici, c'est surtout du bois. Bon, là vous allez voir, il n'y en a pas, c'est très intéressant. C'est les métaux, le cuir, vous allez voir le parchemin. À cette époque, il n'y a pas encore de papier en Europe. Il y a de la corde, souvent il y a des adhésifs, soit des adhésifs à base animale, soit de la farine, etc. Des fils de lin, de chanvre, surtout du chanvre à mon avis à cette époque. Enfin voilà, vous avez tout un tas de matériaux qui sont une opportunité inouïe en fait d'étudier le manuscrit pour avoir des informations sur sa provenance et sa construction. Donc le parchemin, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le parchemin, je ne sais pas si vous savez qu'il vient, c'est un matériau, c'est de la peau animale. Donc c'est tout simplement une peau traitée, étendue, séchée et qui ensuite va être vraiment très adaptée à l'écriture. Donc c'est le plus souvent dans le corps d'ouvrage. Donc là sur le manuscrit qui vous est présenté, c'est des feuillets en parchemin, pas en papier. Donc ça c'est très important parce qu'il faut quand même un certain nombre d'animaux pour fabriquer cet ouvrage, ce qui vous donne un petit peu une idée de la préciosité aussi de l'objet. Il y a des cuirs de tannage végétal qui sont souvent utilisés plutôt pour la couvrure et qui permettent de faire des décorations, des dorures, donc des décors assez riches la plupart du temps. Donc à cette époque, ils sont souvent simplement faits à chaud, donc assez discrets. Et puis il y a des peaux mégissées qui sont en fait des tannages réversibles un mélange souvent d'alun et d'huile, qui sont très très communs sur cette époque. Voilà. Donc en général, les manuscrits carolingiens, on va s'attendre plutôt à une peau blanche de tannage à l'huile. Donc ça c'est très important, retenez-le bien. Voilà. Donc ça c'est, du coup, moi j'ai fait un petit peu des petits tests. Donc voilà, vous mélangez en fait, vous faites un petit, c'est un peu comme les crêpes, c'est pas très compliqué. Vous préparez votre petite pâte avec de l'alun, ça c'est un petit peu moins commun, mais enfin bon, ça se mange. Des œufs, de l'huile, c'est très important, de la farine, vous malaxez votre peau, etc. Voilà, ça c'est la plupart des manuscrits médiévaux, ils sont couverts avec ce type de peau. Et ensuite, il faut le faire sécher, et ce qu'on appelle le palissonnage, c'est très très important. C'est vraiment un travail très, très physique en fait, c'est quand même il faut bien s'y connaître. Voilà. Donc ça c'est la plupart des manuscrits de l'époque carolingienne, c'est comme ça, qui sont couverts. Pas ici, mais c'est très important. Donc c'est quoi la différence entre ce que vous appeliez AIS? Les ailes, en fait, c'est AIS, oui, c'est en fait les plats. C'est en fait, donc là, il n'y en a pas justement, c'est aussi très intéressant. La plupart des manuscrits médiévaux sont couverts d'une couverture rigide. Et à l'époque, comme il n'y a pas de papier, c'est des ailes de bois, on appelle ça des ailes, en fait, c'est des plats, c'est des planches de bois. Voilà. Donc en termes de couvrure, la plupart du temps, les reliures de l'époque carolingienne, je vais vous en montrer qui viennent de la médiathèque de Valenciennes, parce qu'ici il y a une collection très très riche, on parle de ça, mais je ne vous raconte pas la collection des manuscrits carolingiens. Donc carolingiens, je ne sais pas si tout le monde est à peu près familier avec l'époque, mais bon, on parle là de pré-10e siècle, hein, enfin pour les structures de reliure, donc je vous parle de 8e, 9e, 10e siècle. Voilà. Donc la plupart de ces reliures, elles sont couvertes d'un cuir issu d'animaux domestiques assez communs, donc la chèvre, le mouton et le veau. C'est vraiment principalement ça auquel on s'attend la plupart du temps. Enfin, c'est ce qu'on croit en tout cas, puisque finalement, on n'en a pas trouvé un seul. Mais c'est
croit, c'est ce qu'on croyait jusqu'à présent. Et en tout cas, pour le parchemin, c'est clairement ça. C'est souvent voilà, vraiment des animaux domestiques, c'est ce qui est le plus simple, dans l'économie locale, c'est ce qui est le plus facile de toute façon, puis c'est tout à fait approprié en termes d'épaisseur, etc. Donc comment on identifie ces peaux? C'est très simple, on utilise des petits microscopes électroniques dans la bibliothèque, ou éventuellement on peut utiliser une petite... comment on appelle ça, une petite... c'est pas grave, pareil, un mini microscope là-dessus. Sur votre téléphone portable, déjà juste un grossissement à peu près de 30 et vous arrivez déjà à regarder la surface de la peau. Et en fait, vous voyez qu'une peau de veau, une peau de chèvre, une peau de mouton et une peau de porc n'ont pas exactement la même configuration. Alors, peut-être que vous n'êtes pas trop habitué, vous avez l'impression de voir la même chose. Mais en fait, il y a des follicules pileux, donc les poils sortent de la peau avec d'une manière un petit peu différente. Il y a une structure des follicules, des petits groupements éventuellement, à la surface de la peau qui nous permettent de les reconnaître. Donc vous pouvez regarder en rentrant chez vous si vous avez vous pouvez regarder votre peau, vous allez voir, pour l'humain c'est encore différent. Donc le veau, vous voyez, il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment d'organisation folliculaire. Pour le mouton, c'est des petits groupes entre les deux en fait, où il y a quand même un petit peu de groupement, on arrive à voir qu'il y a des poils primaires principalement ensemble. Sur la chèvre, c'est très très aligné avec des poils primaires les plus gros et des poils secondaires les plus petits. Et pour le porc, c'est des trios qui vont au travers, je vous passe le détail. Mais en gros, nous, on arrive à s'en sortir avec ça quand on sait ce à quoi on s'attend. Et en général, c'est ça. Donc là, j'ai pris un exemple à droite, c'est un manuscrit qui n'est pas d'ici, mais du coup, j'ai enlevé la cote. Mais des manuscrits comme ça, il y en a beaucoup. C'est une très très belle peau du XIIe siècle, fabriquée probablement dans le sud de l'Espagne. Voilà, c'est magnifique, c'est clairement une chèvre, c'est magnifique. Donc là, il n'y a pas besoin de faire des analyses, il suffit de regarder. Voilà. Mais dans certains cas, et notamment à Valenciennes, dans la plupart des cas, en fait, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas pour différentes raisons, soit parce que les follicules ne sont plus visibles à cause du choix du relieur, donc il aura choisi, c'est une raison esthétique en fait, il a fait le choix de travailler sa peau d'une certaine manière à ce qu'on puisse pas avoir le côté fleur de la peau, donc le côté fleur c'est le côté des poils. Ou tout simplement parce que on ne les reconnaît pas, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que nous on a cherché le veau, le mouton et la chèvre, et puis c'est pas du veau, c'est pas du mouton et c'est pas de la chèvre. Donc si on n'a pas dans notre tête des référents, on ne sait pas toujours reconnaître ce qu'on a en présence. Donc ça c'est les principales raisons pour lesquelles Alberto et moi on échoue parfois à reconnaître quelque chose. Voilà. Bon, on va voir comment ça marche. Bon. Donc ça, c'est quelques exemples de manuscrits de la collection qu'on n'a pas réussi à identifier. Voilà, vous voyez la peau un peu grise, un peu feutrée. Et sous le microscope, on a ça. Alors moi, je ne vois pas, il y a des petits groupes, il n'y a presque plus rien, on ne voit plus que la fleur, enfin c'est pas génial. Donc dans ces cas-là, malheureusement, je ne sais pas. Et la raison, c'est qu'en fait, vous voyez, là c'est en anglais, je suis navrée, mais la partie supérieure, donc le côté fleur, le grain, je crois que j'ai vu qu'il y avait un petit pointeur. En fait, est retiré au moment de la fabrication du parchemin, du cuir, pardon, et du coup, on ne peut plus reconnaître, il n'y a plus du tout les follicules, on ne peut plus voir, on ne peut plus identifier la peau, et c'est donc, bon, je vous explique, c'est pas vraiment, c'est volontaire ou pas volontaire, c'est le choix de l'animal en fait qui fait ça. Et donc en fait, il y a une séparation qui se fait au niveau du corium, et on n'a plus que ces fibres qui ne nous aident pas du tout à l'identification. Et dans ces cas-là, il faut faire autre chose. Donc pour la cantilène, revenons à nos moutons, ou pas justement. Pour la cantilène, elle a été décrite en fait pendant des siècles comme étant du sanglier, une peau de sanglier ou une peau de loup, et plus tard éventuellement cerf ou chevreuil, donc par les spécialistes. C'est donc ce qu'on pensait, on s'était dit, bon bah oui effectivement il y a des poils dessus, en plus c'était un peu marron, c'est très probablement du cerf ou du chevreuil. Du loup, c'est quand même assez peu probable. Du sanglier, j'en ai jamais vu, mais bon, voilà. Donc on était parti là-dessus. Et en fait, en le regardant avec ce fameux petit microscope, là je vous ai mis un exemple de la Folger en haut, parce que c'est une reliure d'artiste, chacun ses goûts, qui est en fait en peau de chevreuil, et effectivement, ça ressemble. Voilà. Mais quand on regarde sous le microscope, donc moi on s'est acheté j'ai des petits échantillons du coup de cerf et de chevreuil à la maison pour pouvoir comparer. Et
Et en fait, bon, vous voyez bien que le poil est très endommagé, mais quand même, on voit bien que c'est pas la même échelle, c'est pas la même grosseur de poil, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du cerf de chevreuil, et c'est pas non plus du sanglier, ça je le savais. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est rien, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc à l'œil nu, impossible d'identifier. Alors du coup, ça a été envoyé au Muséum d'Histoire naturelle, enfin pas celui-ci, parce qu'il y a d'autres lieux en fait qui sont très identiques dans d'autres collections, donc, qui ont été un peu analysés. Et en fait, le Muséum d'Histoire naturelle, en prélevant juste le poil, n'a pas vraiment été capable non plus, ils avaient conclu éventuellement à du veau ou du cheval, mais ils avaient dit, franchement, on n'est pas sûr, c'est très compliqué de travailler à partir d'un petit échantillon comme ça, séparé de sa reliure. Donc, pour avoir des résultats, il faudrait faire éventuellement des analyses ADN. Voilà. Donc, en gros, pas vraiment concluant, parce qu'ils n'étaient pas en mesure, avec ce qui leur a été donné, de savoir de quoi il s'agissait. Bon, je ne peux pas rentrer vraiment dans... Mais donc, il y a une technique qui est maintenant disponible, qu'ils n'avaient pas forcément à disposition à l'époque, parce que les choses évoluent très vite. C'est une technique qui s'appelle e-zoom. En fait, on vient analyser les protéines du collagène, parce que vous imaginez, vous savez tous que votre peau est constituée de collagène, on en parle souvent, pour rester jeune et tout, il faut faire attention à notre collagène. Voilà, le cuir c'est pareil, c'est du collagène, et enfin en partie bien sûr, et donc on vient regarder en fait les protéines qui sont constitutives de la peau, et avec ça on obtient l'identification de l'espèce en regardant la carte peptidique de l'échantillon. Et on peut faire ça de manière extrêmement non invasive, où on vient en fait utiliser des techniques des restaurateurs, on vient gommer avec une gomme compatible pour extraire de place à un parchemin, mais ça marche pareil sur le cuir. On vient en fait retirer des petites fibres de collagène libres qui se trouvent à la surface de la peau par électrostaticité avec la gomme. En fait, on récupère les gommures et on les envoie au laboratoire pour avoir une empreinte peptidique. Et l'empreinte peptidique, c'est un petit peu comme votre empreinte digitale. Ça permet de reconnaître, pas l'individu nécessairement, mais au moins l'espèce. Est-ce que c'est de la peau humaine? Est-ce que c'est de la peau de phoque, de mouton? Est-ce que c'est de la peau de cerf? Est-ce que c'est... Voilà. Donc on arrive à voir ce genre de choses. Donc là, je vous montre en fait le schéma que je vous montre juste ça, c'est pour vous montrer un peu comment on va regarder, comment on va vous expliquer les résultats des analyses. En fait, on vient regarder le livre sur la tranche comme ça. Donc vous regardez en fait les cahiers en couple. Et on va regarder cette partie-là, le dernier cahier, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc cette stratification, donc c'est le schéma que vous allez voir après, c'est ça en fait. Vous repérez, ça vous va, je recommence. On regarde ça là. Voilà, on regarde cette partie-là, ok? Mais en schéma. Voilà. Donc, les analyses protéomiques qui nous sont revenues. Donc, on n'a pas tout analysé, on a regardé un peu ce qui nous intéressait. Déjà, sur le contenu de l'ouvrage, on a retrouvé du veau, du mouton quand même, comme je vous l'avais dit, c'est assez commun. Et puis, on a pour certains qui ne nous intéressaient pas, on n'a pas analysé. Et puis voilà. Donc, ça, c'est déjà le contenu du livre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous... Alberto va du coup rater. C'est très intéressant parce que du coup ça peut vous donner une idée de l'histoire de la reliure en fait. Vous voyez qu'il y a principalement du veau et puis tout d'un coup on passe au mouton. Voilà, donc ça c'est important. Ce qui est en noir on l'a pas analysé parce qu'il n'y avait pas besoin, on voyait bien que c'était pas la même époque de toute façon. Voilà. Donc c'est ça en fait. Je sais pas si c'est plus clair. On regarde en fait les couches, chaque page individuellement et on a donc l'analyse des pages. Donc ce qui est en blanc, là, de toute façon, c'est une restauration, donc ça ne nous intéressait pas. Ensuite, on a le noir, ça ne nous intéressait pas parce qu'on sait que c'est d'une époque postérieure. Le jaune, ce que vous voyez là, du coup, ça fait vraiment partie du volume, c'est du coup du mouton, et le reste, c'est du veau. Voilà. Mais pour la fourrure, malheureusement, l'analyse protéomique, n'a pas fonctionné parce que la reliure a été modifiée au cours du temps et qu'on ne peut pas prendre l'échantillon à la surface, il faut le prendre en dessous, je vous passe les détails, et que malheureusement il y a eu de la colle. Et donc tout ce qu'on obtient, c'est le type de colle qui a été utilisé. Donc ça marche pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, en utilisant des techniques de douane pour essayer d'identifier les fourrures qui ne sont pas censées passer à la frontière, on arrive quand même à obtenir des informations en regardant la disposition du poil. Donc plus du tout les follicules à la surface de la peau,
mais l'implantation vraiment des poils et la forme du poil qui sort en fait de la peau. Donc il faut aussi regarder la peau, donc vous voyez il y a beaucoup de gras, donc c'est très important ça aussi. Je sais que ça paraît, mais il y a une grosse couche de gras. En haut à gauche, vous le voyez, ce qui est blanc, c'est la couleur de la peau, et ce qui est marron, en fait, c'est la couleur de la couche de gras qui se trouve à la surface de la peau. Donc ça, c'est quand même particulier. On n'a pas ça chez la chèvre ou chez le veau. C'est pas quelque chose de commun. Donc du coup, la couleur du manuscrit que vous voyez ici, c'est la couleur du gras, en fait, que vous voyez. Et ensuite, le poil, il y a un poil primaire, comme vous voyez ici, qui est très plat, comme une tagliatelle. C'est ça, hein? C'est une tagliatelle qui se attention avec les Italiens. Donc c'est un poil qui est très plat, donc ça c'est pareil sur les animaux domestiques en France, jamais vu ça. Et puis il y a des poils secondaires qui sortent en fait du même trou, donc c'est pas vraiment le follicule, donc je ne veux pas dire on n'est pas dans une conférence scientifique, mais donc en gros tous les petits follicules ils sortent par la même sortie, et on a des poils secondaires qui sont tout fins, tout fins et tout ronds, et un gros poil primaire qui est tout plat et très large. Vous le voyez bien sur là que le poil est plat, vous voyez, vous avez l'habitude un peu. Donc c'est vraiment très particulier, et bah, moi je ne sais pas ce que c'était à la base. Mais avec ces techniques forensiques, vous connaissez ce que c'est? Un phoque. C'est une peau de phoque. Donc il est recouvert en fait d'une peau de phoque. Alors c'est quand même un peu bizarre, parce que à cette époque, en France, il n'y a pas de phoque. Il n'y en a pas dans il y en a pas. Les archéologues n'en ont pas trouvé. Il n'y a pas de phoque en France à cette époque. Il n'y a pas de photo, ça n'existe pas. D'où cette image qui se trouve. J'ai quand même trouvé des références. Un autre trésor de Valenciennes. C'est ça un phoque pour les gens du Moyen-Âge. Ils ne savent pas ce que c'est en fait, ils n'en ont jamais vu. Et c'est un veau marin. Alors, voilà. Ça, c'est basé en fait sur la. C'est un peu coupé, mais il y a une description, je crois, sur le côté. Hein, oui, qui explique ce que doit représenter l'enlumineur. Donc, l'enlumineur, en fait, a des directives que j'ai coupées. C'est dommage. Qui se trouve sur le côté droit et qui lui disent en fait comment dessiner ce phoque. Donc, il a des pattes de queue de poisson. Il a une tête de chien, je sais pas. Il a un corps de veau. Enfin, voilà. Et donc l'enlumineur, il ne sait pas ce que c'est qu'un phoque, il se base, bon, je vous passe aussi le détail, je ne suis pas historienne, mais bon, tout ça c'est basé sur des textes anciens, latins, bon, on passe, c'est pas ma spécialité. Mais donc voilà, c'est ça un phoque, donc ils ne savent pas ce que c'est, et alors pourquoi il est là ce phoque, franchement, c'est quand même fou. Et alors ça du coup, je vous l'ai mis après parce que je ne voulais pas rater, mais en fait ça c'est la couleur du manuscrit à l'origine. En fait le poil il est de cette couleur-là. Je vous expliquerai comment je le sais. Je sais pas comment je suis désolée Alberto. Alors, le truc, quand même, c'est que cette couvrure, c'est pas la seule en France. Il y en a d'autres. Et en fait, il y en a plein. Et il y en a à Clairvaux, à Vauclair, à Cambron, à l'île des Dunes, donc en Belgique. Il y en a à Clermarais, puis il y en a aussi en Angleterre. À Rivaux, à Piland, à Fontaine. Et tout ça, c'est des manuscrits, c'est des manuscrits en fait qui ont été reliés dans des monastères cisterciens au XIIe et XIIIe siècle. J'en ai pas trouvé ailleurs pour l'instant. Il n'y a que celle-ci qui est une exception. Voilà. Et donc pour l'instant, c'est la lignée de Clairvaux, mais on n'est jamais à l'abri de découvertes dans le futur. Mais pour l'instant, voilà, il y en a d'autres, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est pas de la même époque. Et alors comment est-ce qu'ils sont arrivés ces manuscrits? Comment sont arrivés ces peaux de phoque? Et on a fait de l'ADN. Alors, malheureusement, on n'a pas pu le faire sur celle-ci pour la raison que je vous expliquais. Je pense qu'on pourrait, mais il faudrait faire un prélèvement quand même assez conséquent, donc c'est pas forcément justifié, à mon avis, mais voilà. Donc, en gros, on peut faire des analyses ADN avec le même échantillon. On récupère le même échantillon. Et avec ça, on peut comparer avec des données qui sont accessibles par certains archéologues, justement, qui travaillent sur les phoques, et qui ont toute une base de données d'eau anciens et modernes. Et en plus, les populations n'ont pas beaucoup changé au cours des siècles. Donc on arrive quand même à comparer les données ADN de nos reliures médiévales avec les données ADN d'eau de phoques, de fossilés anciens ou modernes. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, donc, tous venaient du Danemark, de Suède et éventuellement du Groenland. Alors c'est quand même incroyable, oui. Et alors pourquoi? Alors je ne sais plus si j'ai mis une petite... Oui, je vous ai mis ça.
Alors, je ne sais pas si c'est ça, il y a deux possibilités, mais celle-ci, c'est celle qui me plaît le plus. C'est les Vikings. En fait, les Vikings, alors à cette époque, vous allez voir du coup pourquoi, mais à cette époque, ils ne sont pas encore installés au Groenland, donc je ne pense pas que ce soit. Mais pour les reliures romanes du coup des 12 et 13e siècles, les Vikings sont installés au Groenland et ils vivent en fait de la chasse aux phoques. C'est les seuls qui font ça. Et en fait, ils se baladent. Donc ils ont là, il n'y a pas tout sur le plan parce que c'est quand même. Mais il y a deux zones de chasse, une qui est ici, ils vont jusqu'en Islande, ils chassent par là, hop, ils redescendent. Et en fait, ils suivent les routes de la Ligue hanséatique, ils suivent quelques routes terrestres pour aller jusqu'aux foires de Champagne. Ils se baladent comme les autres, en fait, et ils viennent vendre leur ivoire de morse et leur peau de phoque. Donc ça, on le savait, mais on ne les a jamais trouvées, parce qu'elles ne tiennent pas dans la... Comme vous l'avez vu, en fait, les traitements des peaux comme ça sont réversibles, et en fait, ça ne survit pas en milieu enfoui. Donc il n'y en a pas dans les fouilles archéologiques. Donc ces peaux-là, ce sont les plus anciennes peaux de phoque qui existent dans le monde, en gros. Voilà. Donc on le savait parce qu'il y avait un ou deux textes qui mentionnaient éventuellement ça, mais on n'a pas non plus de traces en termes de passage des routes de la Ligue hanséatique. Donc il y a des peaux de fourrure blanche, etc. Donc on ne sait même pas s'ils savaient, les cisterciens, qu'ils utilisaient des peaux de phoque en fait. C'était des fourrures blanches. Là vous voyez marron, mais c'était des fourrures blanches. Voilà, donc ça c'est la raison probable, très probable. On sait aussi qu'ils payaient leur dîme à Rome avec les peaux et qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire, tellement ils en avaient. Donc voilà, c'est peut-être aussi une des raisons. Et effectivement, donc moi ce que j'ai remarqué en regardant pas mal de reliures recouvertes de peau de phoque, c'est qu'on en a à partir de 1150 jusqu'à la fin du XIIIe siècle et que ça s'arrête. Et en fait c'est au moment où les Vikings disparaissent. Voilà, donc c'est vraiment le moment de la chrétienté des Vikings et du moment où ils disparaissent à cause des changements climatiques. Je ne veux pas rentrer dans les détails, comme de techniques de chasse qu'ils n'ont pas acquis. Et donc, quand conclure sur la reliure? Do you have time? Go ahead. Do you want me to keep going? Ok. Donc ça, c'est surtout Alberto qui a travaillé sur le PowerPoint. Donc avec les résultats biologiques et l'observation codicologique, on arrive à avoir... donc c'est sympa de savoir que c'est une peau de phoque, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette information? C'est très chouette, mais pourquoi une peau de phoque sur ce livre-là, puisque tous les autres sont datés ultérieurement? Et qu'est-ce qu'on peut en dire en fait sur la construction du livre? Donc là, ça devient un petit peu plus technique. Donc je reviens à ce fameux schéma. Donc on a vu qu'il y avait des réparations, du mouton, du veau, voilà. Donc il y a toute une constitution de l'ouvrage qui montre qu'en fait il y a eu des éléments successifs qui ont été ajoutés à ce texte. Donc en l'occurrence, on est assez certain dès le début, en regardant les résultats biologiques, que malheureusement cette reliure n'est pas d'origine. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 12, 13e, 14e, on est déjà bien content. Et puis peau de phoque, c'est très rigolo. Mais voilà, elle a été clairement remaniée plusieurs fois. Et alors, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est comment on fait pour le savoir. Alors déjà, il y a la fameuse ancienne garde de reliure carolingienne. Donc on voit sur ce fameux feuillet en peau de mouton. On voit des traces en fait métalliques qui nous montrent qu'il y avait bien une reliure rigide avec des ailes de bois. Donc il y a eu une reliure typiquement carolingienne à un moment donné qui protégeait cette reliure et que donc le poème a été écrit en fait sur cette garde. Donc la garde, c'est le dernier feuillet qui est en contact en fait avec l'aile en bois. À cette époque, ils ne sont pas collés nécessairement contre les ailes. Et donc c'est vraiment une page de protection et elle a servi en fait à la rédaction du poème, dans des poèmes. Voilà, donc on voit que c'est ajouté. Souvent les gardes en plus n'ont pas la même qualité, ils n'utilisent pas une peau parce que le mouton est moins précieux que le veau. Voilà, donc voilà, c'est tout à fait logique et donc on voit bien qu'il y a des éléments métalliques qui viennent des ferrures qui sont une preuve d'une reliure ancienne. Donc il y a bien une reliure avant celle-ci avec des ailes en bois comme on s'imagine. Et ça c'est la page suivante, on voit que le poème a bien été rédigé.
dans une autre reliure. Il y a vraiment les traces qui se voient sur plusieurs feuillets en fait. Et donc ça c'est sur le veau, on est bien d'accord. Voilà, donc voilà, il y a eu une reliure qui avait un corps d'ouvrage en veau, sur lequel le poème a été rédigé, donc dans une autre reliure, et puis à un moment donné il s'est passé quelque chose. Voilà, donc ça c'est une des traces. Donc ça c'est les fameuses... alors on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas trop à identifier quel type de ferrure pouvait être attachée à cette reliure. C'est pas très commun, mais enfin bon, on est certain que c'était ça. Mais voilà, les ferrures c'est ça en fait, il y a des boulons, des umbiliques, des fermoirs, enfin voilà, on sait qu'il y avait quelque chose en métal qui venait décorer ou protéger la reliure. Donc c'est certainement pas celle-ci, puisqu'on ne voit pas du tout les traces sur cette reliure. Puis il n'y a aucune raison de mettre des ferrures sur une reliure souple qu'il n'y a pas d'aide de bois. Donc là j'avais remis ça, je ne sais plus trop. Donc voilà, il y a des rajouts, donc on voit la page vraiment blanche, c'est du parchemin mais très récent. Ensuite la garde qui se trouve... attendez, je suis désolée, je suis comme ça. Voilà, on va passer à ça. Voilà, donc on voit qu'il y a un texte, un corps d'ouvrage avec des parchemins qui datent du IXe siècle. Ensuite, on a quelque chose qui a été ajouté probablement à la fin du IXe siècle. Il y a peut-être une deuxième reliure, c'est ce qu'on pense. À cause du... Ouais, ça aurait été mieux sur la Alberto. I forgot the page numbers. Mais bon, it's fine. Pour vous, on va pas, je vais pas vous... Il y a plein de petites choses à regarder et on arrive à voir qu'il y a une succession, donc il y a au moins 2 reliures. Et ensuite, il y a celle-ci, qui serait probablement datée du début du XIVe siècle ou fin XIIIe. Et alors, on sait ça, parce que donc ça, c'est la reliure romane un peu phoque dont je vous parlais, qui sont donc avec des ailes de bois rigides. Elles ont en fait une chemise secondaire. Enfin, c'est beaucoup plus solide en fait. C'est pas du tout des reliures souples. Donc, on pense que c'est en fait cette peau, la peau d'une reliure romane cistercienne qui aurait été réutilisée probablement au début du XIVe siècle, une reliure peut-être très endommagée, ou un manuscrit qui a été très endommagé, où il manquait de cuir, ils se sont dit tiens, voilà, celle-là, elle a 2 couvrures, ça ne sert à rien de lui en laisser 2. On la prend, on va l'utiliser. Voilà. Donc c'est probablement ça. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, on voit des traces de tranche-fil. Donc ça, on nous a pris un autre manuscrit, on n'a pas noté quelle était la cote, mais c'est un pseudière de la collection, voilà, peu importe. Vous voyez une tranche-fil carolingienne typique, magnifique. Et en fait, on voit que quand on ouvre les cahiers, on voit le fil en fait, de couture. C'est un élément structurel de couture qui a un rôle fondamental sur l'ouverture du livre. En fait, c'est vraiment un élément très très important. Et en fait, ce fil passe au milieu de chaque cahier, comme la couture. Et on voit que sur le manuscrit, sur la cantilène, il y a aussi cette trace de fil, mais le fil a disparu. Donc cette couture n'est vraiment pas d'origine. Et il y avait bien une reliure carolingienne ou romane, à un moment donné, enfin les deux ont ce type de tranche-fil. Voilà, c'est sûr qu'il y avait une autre reliure avant. Voilà, il n'y a pas de question, on arrive à ce genre de choses. Et ensuite, l'autre chose, c'est que des reliures souples de ce type, il y en a d'autres en France, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare. Et elles sont vraiment typiques du XIIIe et du début du XIVe siècle. Et elles ont en fait ces mêmes caractéristiques de petites bordures. Vous pourrez regarder la cantilène en plein jour tout à l'heure. Et cette petite bordure tout autour, qui est magnifique, qui demande un travail incroyable. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Je ne sais même pas à quoi ça sert, je pense que c'est uniquement décoratif. Et on la retrouve, cette petite bordure, sur ces reliures du début du XIVe, en France, principalement dans l'Est de la France. Ça aussi, c'est important. Alors, c'est pareil, c'est pas ma spécialité, le contenu du livre, mais c'est quelque chose de typique de l'Est de la France. Elle est en quoi? En cuir? Elle est en cuir. Alors, je ne l'ai pas analysé ici, on n'a pas fait, on pourrait le faire, hein, ça, c'est pas un problème. Je ne l'ai pas analysé, mais en général, c'est du veau sur les autres. Voilà, c'est très peu probable que ce soit du phoque parce que c'est difficile à plier. Il y a une couture et un petit bourrelet cousu. Ouais, c'est les deux. Alors, ça dépend des reliures. Mais là, vous allez voir, il y a les deux. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, là, il y a la cantilène. Et donc, il y a aussi une petite couture décorative qui est disparue, sur une petite bordure. En fait, c'est typiquement décoratif. Enfin, oui et non d'ailleurs, ça sert aussi à la tranche fine. Mais bon, voilà, donc en gros, ce qu'on. Tu conclutes, donc en gros, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ce qui est très important quand on regarde un manuscrit, c'est pas juste de regarder le texte. C'est de ne pas oublier que le texte, il existe que parce qu'il y a la matière. Si vous n'avez pas la matière des encres, la matière du cuir, la matière du parchemin, si vous n'avez pas les animaux, si vous n'avez pas tous ces éléments qui permettent de fabriquer le livre, vous n'avez pas de texte non plus en fait.
tous ces éléments sont extrêmement importants pour lire le manuscrit. La lecture d'un manuscrit, c'est pas que son texte. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Si sur les cartels, on annonce toujours une date, donc en fait, elle peut être fausse. Sur les cartels, on peut... Les étiquettes. Je veux dire, quand vous regardez dans ce vitrine à manuscrit, vous avez... Pas à toutes les époques, non. Non, ça c'est souvent beaucoup plus tardif. Et puis ça dépend des régions aussi. Il n'y en a pas sur tous les manuscrits des cartels. Et puis c'est pas toujours la date, parfois c'est un titre. Et en plus, je sais pas, à Clairvaux, ça a été rajouté beaucoup plus tard. Dans une exposition, les manuscrits qui sont ça, vous parlez pas. Je veux dire, je vous parle du cartel d'exposition. De l'exposition. La date peut être fausse. Alors. Ah oui, bien sûr. Ah, voilà, fausse ou... Mais ça dépend des manuscrits. Il y en a qui sont... Souvent, quand vous avez une date précise, c'est qu'ils sont sûrs quand même. C'est quand même assez sûr. Mais là, pour le manuscrit, on est à peu près certain de la date. C'est la reliure qui est un petit peu plus tardive. C'est pas la même chose. Oui. Je crois que le texte, vous êtes à... Oui. Ça se voit à l'écriture. Enfin, moi, c'est pas... Le texte, vous êtes sûr de sa date. Sauf là, du coup, je sais pas si... Je peux revenir sur... Il y a quand même ce texte-là, le dernier, c'est 13e, on est bien d'accord. Voilà, ça, mais c'est pas très important, c'est juste une garde structurelle. C'est un élément structurel de la reliure, tout le monde se fiche pas mal de ce texte, je crois. Voilà, mais donc c'est vraiment un élément de reliure, en fait, il y a du texte, mais parce que ça a été remployé d'un manuscrit plus ancien qui ne servait à rien, enfin voilà. Donc ce dont on est sûr, c'est que la reliure est de toute façon antérieure à ce texte-là. Mais le contenu, quand quelqu'un vous dit une date, c'est que ça quand même... Voilà, mais c'est vrai que ça arrive qu'on n'ait pas la réponse sur les dates précises, c'est pas facile de dater un manuscrit. Pardon? Les paléographes, oui, merci. Les paléographes ont souvent beaucoup plus de connaissances que les codicologues qui regardent les reliures. Ils ont beaucoup plus, c'est une discipline qui est beaucoup plus ancienne, ils ont beaucoup plus de données, ils ont regardé beaucoup plus de manuscrits. Et donc les spécialistes en général, en termes de datation paléographique, sont quand même capables de donner des dates un petit peu plus précises. Et sinon, ils vous mentent pas, ils vous disent simplement sur 50 ans, 100 ans, enfin, voilà. Mais même en termes de région, les mains, je crois que ça se reconnaît quand même. C'est pas ma spécialité, donc je peux pas vous le dire. Et non, vous pouvez faire confiance au paléographe. À l'époque, il n'y avait pas de colle, c'était toujours Si. des dondus. C'est une très bonne question, je vous remercie. Si, il y avait de la colle, elle s'utilise pour certaines choses, mais ils ont, je pense, remarqué que la colle ne vieillissait assez mal en milieu humide, enfin ça attire les micro-organismes. Donc c'est vrai que sur un très grand nombre de reliures, on la retrouve surtout pour coupe. Bon, là, effectivement, je pense qu'il n'y en avait pas du tout. Là, il y a une réparation et tout, mais effectivement, je pense qu'il n'y avait aucune colle. Que les coutures sont beaucoup plus durables que tout ce qui est mécanique, finalement, beaucoup plus durable que la colle. Voilà. Mais il y en avait quand même pour coller la couvrure en cuir quand il y a des ais en bois. Le plus souvent, quand même, il y a de la colle à ce niveau-là. Mais sur les autres éléments, moi j'ai remarqué souvent qu'ils essayaient d'éviter au maximum, même sur les aprétures, il y en a très peu à cette époque. C'est beaucoup les coutures, effectivement. Mais ça dépend des époques. Ça permet aussi de dater, effectivement, plus ou moins une reliure. Mais il y a des colles, ils utilisent de la colle de farine, de la colle d'amidon, donc, de la colle de peau. Il y a des colles, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que sur ces reliures, souvent, il n'y en a pas. Sauf sur le cuir. Ouais. D'où, là, je pense qu'il y en avait à un moment donné, mais je pense que c'est une réparation et qui, du coup, je ne peux pas faire d'analyse à cause de ça, parce que, malheureusement... Ouais. Mais sur les reliures de Clairvaux, il n'y a pas de colle. Bonne question. Vous avez dit que vous pouviez analyser aussi les bactéries, qu'est-ce que ça vous donne comme information? Alors, on ne sait pas encore. En fait, on a commencé un tout petit peu, mais comme ça coûte très cher, en fait, il faut encore faire les analyses vraiment de l'ADN et ça coûte quand même très très cher. Donc on a commencé à faire quelques tests et là on est en train de terminer. J'ai fait des échantillons sur environ 100 reliures. On ne sait pas si ça nous donne la provenance. Donc là où je ne sais pas si vous êtes familier avec les différences entre provenance et origine, donc on ne sait pas si c'est la provenance, l'origine ou la manipulation récente. Donc on veut essayer de voir, on essaie de discriminer pour voir si c'est donc la provenance, c'est-à-dire par exemple Saint-Amand. Et l'origine, avant que ça arrive à Saint-Amand, ça a été fabriqué, je ne sais pas moi, à Clairvaux. Ça, ce serait l'origine. Donc on ne sait pas si ça nous donne l'origine, la provenance
ou les manipulations de la bibliothèque de Valenciennes. Et donc là, on est en train d'essayer d'élucider ce problème. On a déjà quelques résultats et on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose, au moins si ce n'est pas l'origine, au moins la provenance. Donc on en saura plus bientôt. Mais c'est ça qu'on espère avoir. Mais après, on peut, d'un point de vue autre, il y a certaines personnes qui regardent les maladies des moines de l'époque. On arrive à voir la peste, il y a des trucs dégoûtants. Vous ne pouvez rien attraper, je vous rassure. L'ADN, il reste quand même assez longtemps. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être exploré, mais c'est un petit peu moins... on ne sait pas encore exactement ce que ça peut nous donner. Voilà. Et on n'a pas le droit, en fait, ils essayaient de voir aussi si les manuscrits appartenaient à quelqu'un en particulier. Quand on a les os, éventuellement. Mais c'est très compliqué d'un point de vue éthique. On n'a pas le droit même de traiter les ADN des gens qui sont encore en vie et tout. Donc ça, c'est encore un petit peu... J'ai pas eu le temps. Et que contenait le début du livre? Alors ça, je vais vous laisser... Excusez-moi. Non, mais c'est un gros livre et on dit que c'est les 2 dernières pages. Donc la cantinette est copiée à la fin d'un manuscrit qui est antérieur, c'est-à-dire que la première partie du texte, du livre, est datée du 814-820, donc la fin du règne de Charlemagne et le début du règne de son fils le Pieux, qui regroupe les sermons de Grégoire de Nazianze, un père de l'Église du 5e, 6e siècle. Et donc à la fin, on a 5 prières, 3 en latin, une en langue romane et une en langue en vieux rhénan. Et 5 prières de 4 mains différentes. Donc les 3 prières en latin sont de 3 mains, et le Requus Dominicus et la cantilène sont de la même main. Alors ça reste un mystère, pourquoi on trouve ces textes à la fin des sermons de Grégoire de Nazianze. Alors une des explications, c'est que le parchemin, c'était une matière qui coûtait cher, donc souvent les copistes utilisaient les pages restées vierges à la fin d'un manuscrit pour recopier des prières, des psaumes, des chansons des fois pas tout à fait profanes, ou comme brouillon pour des sermons. Alors une des explications avancées par des linguistes, Léprasseur, et puis il y avait René Balibar, qui a étudié une vingtaine d'années donc de près le texte et la signification des 2 textes, la cantilène et le Requus Dominicus. L'explication, c'est que le sermon principal de Grégoire de Nazianze, c'est le sermon sur la Pentecôte, donc le moment où les apôtres, enfermés dans le cénacle, après le départ du Christ, vont recevoir le Saint-Esprit sous forme de langue de feu. Donc comme on fait allusion aussi au supplice du feu subi par l'Adi, dont des langues pour pouvoir communiquer la parole divine. Et donc on est aussi à la fin de l'Empire carolingien, qui se disloque aussi au rythme des successions. Et donc c'est une façon à la fois il y a un lien entre ce désir de cette diversité des langues, mais il y a l'unité de l'Église et du message chrétien, et en même temps aussi les 3 langues principales de l'Empire qui, d'une façon un peu virtuelle, symbolisent l'unité d'un empire qui les agrège. Donc il y a différentes interprétations. Alors on parlait de datation tout à l'heure. Alors effectivement, donc on date toujours approximativement. Emmanuel me corrigera parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi sur la cantilène, si je me trompe. Donc nous on la date approximativement de 882-883. Alors dans les 5 derniers, donc ces 5 textes, il y a encore une prière en latin pour l'Adi. Effectivement, le culte de Sainte Eulalie était fort répandu dans la région. Il y avait un hôtel qui lui était dédié à l'abbaye de Saint-Amand, entre autres. L'une des premières abbesses de l'abbaye de Monial, Tanon, répondait au prénom de l'Adi. Et quelques années, donc c'est l'époque, dans les années 870, où on invente le tombeau de Sainte Eulalie à Barcelone, tombeau que l'on peut toujours voir, puisque se trouve un énorme sarcophage qui se trouve sous le maître-autel de la cathédrale de Barcelone. Et le culte s'est répandu dans toute la Gaule, enfin tout l'Empire carolingien et dans notre région. Donc, en dépit des images, des clichés qu'on peut avoir sur l'époque mérovingienne et carolingienne,
ils utilisaient les infrastructures romaines qui étaient encore existantes et qu'ils utilisaient. Donc la communication, malgré ce qu'on peut imaginer nous maintenant en du XXIe siècle, passait quand même pour l'époque. Et donc le culte s'était répandu dans toute l'Europe. Et alors, le texte qui est juste en dessous, le fameux Ritus Teutonicus, lui c'est un chant d'action de grâce pour remercier Dieu de la victoire qu'il a donnée au roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, et qui a remporté le 881 une victoire avec ses francs contre les Vikings, les Normands, en baie de Somme, à Secours en Ville. Et on a un vers, il n'y a qu'un seul vers latin, Ritus Teutonicus, de Ludovico, Réglé, Pierre de Montréal. Donc on parle du roi Louis de pieuse mémoire, donc ça se longtemps qu'il est décédé. Et ce roi meurt jeune, un an après la bataille, le 5 août 882. On peut admirer son gisant à l'abbaye de Saint-Denis, la nécropole royale. Et donc, on pense que la cantilène, ces textes ont été écrits à cette époque-là parce que le Ritus Teutonicus parle du roi Louis, mais au présent. Donc, comme si le texte a été écrit de son vivant. Et c'est certainement recopié après, retranscrit après son décès. Mais la cantilène n'a pas tout dévoilé, donc il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Il y a quand même une petite chose que je voulais rebondir sur. Je pense quand même qu'il y a vraiment une volonté, parce qu'il y a quand même une page qui a été rajoutée. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment une volonté de garder tout ensemble dès le début. Oui. C'est pas un hasard ou une question juste d'économie de parchemin. C'est ce qu'on croyait, longtemps on a cru. On disait qu'il sortait de l'atelier amandinois, donc de l'abbaye de Saint-Amand, mais apparemment donc, il vient plutôt d'un atelier, d'un scriptorium d'une abbaye de l'Est de la France et de l'Europe. On parle de l'abbaye de l'Aube, mais on n'a pas de certitude. Hein, le Haut-Thuringe, voilà, ça doit être le Luxembourg, la Westphalie, on n'en parle pas dans l'index majeur, on en parle, non, de l'index qui reprend toute la bibliothèque de Saint-Amand. Mais c'est au XIIe siècle. Voilà. On ne sait pas si elle est arrivée à l'époque carolingienne à Saint-Amand. Mais longtemps, on a cru. Les chercheurs croyaient qu'elle sortait d'un atelier amandinois. Mais ça n'a pas pu être une page rajoutée avec les histoires de cahiers. Si, justement, oui, il y a une des pages qui a été rajoutée à la fin du IXe siècle. Donc il y a eu une reliure, une seule page. Le reste, c'est écrit vraiment sur le corps d'ouvrage. Peut-être effectivement comme une page blanche à la gâcher. Mais il y a eu quand même une page rajoutée à la fin pour finir les poèmes. Quoi. Donc il y a eu au moins une reliure probablement d'origine qui a été démontée très peu de temps après. Alors quelle reliure il y avait, moi je ne sais pas. On n'a pas vraiment la trace. On voit les traces de la reliure intermédiaire avec les ferrures. Et c'est à ce moment-là que la page a été rajoutée. Donc à la fin du IXe siècle probablement. Mais cette reliure a disparu. Voilà. Et là c'est une reliure encore intérieure qui est quand même très ancienne. Hein. Faut pas... Mais voilà, oui, il y a eu des petits ajouts, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même vraiment une volonté de garder les choses ensemble. Alors effectivement, il y a 4 ou 5 ans, nous avons présenté la cantilène. On me disait que on la sortait rarement parce que la reliure était d'époque et qu'elle était en peau de serre. Donc bon voilà, on aura tout un tas de copies. Mais je rassure madame, le texte est quand même c'est quand même ce qui compte le plus. Hein. Et le parchemin aussi. Je veux dire, c'est que la fourrure extérieure qui est que du XIIe siècle. Parce que la reliure est 14e, mais je pense que le matériau est quand même 12e. Soyons clairs. C'est quelque chose qui a été réutilisé d'une reliure encore intermédiaire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce... Ça a été pris d'une autre reliure du XIIe siècle. Voilà. Donc la peau est du XIIe siècle, le parchemin est du IXe siècle, et la reliure est du XIVe. Voilà. Pour rebondir sur nos manuscrits carolingiens, on est la deuxième bibliothèque en France, après la Bibliothèque nationale de France, pour le nombre de manuscrits de cette époque. On a 70 manuscrits qui ont été intégralement numérisés il y a maintenant près de 10 ans par la Bibliothèque nationale de France, que vous pouvez retrouver et consulter de chez vous tranquillement sur votre lutrin du XXIe siècle, sur le site de Gallica ou sur le site patrimoine numérique de la médiathèque. Et je dirais que c'est même mieux qu'en vrai, puisque vous pouvez zoomer et voir de très près donc, les textes qui sont présents. Comment ça, c'est mieux qu'en vrai?
C'est pour... bon. Parce qu'on a toujours une frustration quand on en parle, quand on fait des visites, on en parle forcément de la bibliothèque des Jésuites, et on s'excuse de ne pas pouvoir la présenter, et c'est une double frustration à la fois pour les gens. Donc on leur dit, vous voyez mieux que l'original, parce que l'original est vraiment petit. Mais bon, il n'y a pas l'émotion du... La cantimène est aussi numérisée avec la traduction. La traduction, la transcription, voilà, toutes les explications. Comme nous allons devoir revoir, mais enfin bon. Plus ou moins pour la redire. Oui, vous pouvez aller voir en ligne, je vous fais la pub là, mais je suis allée voir ça hier. Vous pouvez naviguer sur le texte avec la souris et ça vous sort les mots en latin et en français. On peut lire le texte comme en live, c'est pas juste sur le côté, c'est super. La publicité aussi, là, c'est pour nos collègues de la région des Hauts-de-France, parce que l'Agence régionale du livre et de la lecture a mis en ligne aujourd'hui sur son site l'Armarium, donc Armarium, Armoire de bibliothèque, eh bien, une exposition virtuelle qui s'intitule Sublimes Animaux. C'est parce que, comme Elodie a présenté une petite enluminure d'un de nos plus beaux manuscrits, donc c'était un bestiaire. Et donc, sur l'Armarium de l'Agence régionale du livre et de la lecture, donc vous avez cette exposition Sublimes Animaux, et qui reprend, qui est nourrie des bestiaires des manuscrits de toute la région des Hauts-de-France. Donc vous allez retrouver certains de nos manuscrits, et notamment donc, la cantimène, dont l'explication sur la relire paraîtra, ils ont fait attention, on leur avait demandé, surtout vous ne dites rien, ça paraîtra en clair lundi.